Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du vendredi. Aujourd'hui, c'est questions-réponses, traditionnellement le vendredi, et puis on va rester dans la thématique de la photo en voyage, qui est la thématique de la semaine. Je vais donc répondre à 4 questions lecteurs qui me sont parvenues ces derniers temps. Je vous rappelle que dans l'épisode de lundi, je vous parlais des préparatifs d'un voyage pendant lequel vous allez faire des photos. Je vous parle de ça parce qu'en fait, moi, je pars donc quelques jours et j'étais en plein dans ce mode de préparation. Mardi, je vous parlais de l'état d'esprit dans lequel je me mets pour préparer la prise de vue, comment est-ce que j'envisage de faire des photos, quelles photos, voilà. Mercredi, je vous parlais du matériel photo que j'emmène, boîtier objectif. Hier jeudi, je vous parlais de tous les accessoires que je glisse dans mon sac pour accompagner mes boîtiers. Et puis donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Alors, il faut que je vous fasse un aveu, je triche un petit peu dans cette vidéo, puisqu'en fait, si vous m'écoutez là le jour où elle sort, donc le vendredi 21, eh bien, je suis déjà dans l'avion pour tout vous dire, puisque j'ai décollé ce matin. Donc, j'ai préparé la vidéo à l'avance. Et puis, vous pouvez donc déjà me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat en particulier, sur lesquels je vais vous poster des stories. Les stories, vous savez, les petites histoires qu'on peut raconter en images, en vidéo, à la fois sur Instagram, à la fois sur Snapchat. Je vous mets les liens vers les comptes dans la description de la vidéo. Et puis sinon, rejoignez ma liste de contacts perso, ça va être le plus simple, je vous envoie dès dimanche par mail toutes ces infos-là. Vous pourrez retrouver tout ce qui concerne le site, les dernières actus sur le monde de la photo, Nikon, sur comment me suivre pendant le voyage, voir des images. Donc je vais à New York, ça peut être sympa si vous connaissez la ville, vous voulez la revoir ou que vous ne connaissez pas. Et puis tout ce qui arrive d'ici la fin de l'année, un nouveau concours photo, des séances de formation le soir, et voilà. Alors, j'en arrive donc aux questions photos de la semaine. Alors, j'ai essayé de regrouper des choses qui avaient plus trait à la photo en voyage, puisque c'était la thématique de ces jours-ci. Alors, il y a une première question de Benjamin, que je vais passer en premier, cette question-là, vous allez voir pourquoi. Benjamin me dit, donc, vous qui débute en photo, voilà, qui ne sait pas trop, et il dit quel matériel photo je dois emmener pour faire des belles photos pendant mes voyages. Alors, bon, Benjamin, s'il m'écoute ou les autres, je ne peux pas vraiment répondre à une question comme ça, parce que le matériel photo ne va pas forcément faire des belles photos. Les belles photos, c'est vous qui allez les faire en fonction de votre pratique de la photo, de votre expérience, et bien sûr du matériel que vous avez à disposition. Mais quelque part, c'est vraiment le dernier critère. Donc je ne peux pas vous dire, bah, si tu prends tel boîtier, tel objectif, ça marche, si tu prends pas ça, ça marche pas. C'est pas comme ça. Je vous renvoie à l'épisode de mercredi dans lequel je décris le matériel que moi j'emmène pour mon voyage dans des conditions bien particulières. Donc écoutez bien le début parce que je vous dis pourquoi je fais ce choix-là, qui est un peu atypique d'ailleurs, et puis pourquoi j'en fais pas un autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut avoir. C'est à chacun de s'adapter. Alors j'aurais envie de vous dire néanmoins, pour apporter quelques éléments de réponse, que prenez le boîtier que vous avez. Déjà, n'allez pas acheter un boîtier exprès pour un voyage. Si vous avez déjà du matériel, je vous recommande d'utiliser ce que vous avez et que vous connaissez. C'est toujours une mauvaise idée d'acheter du matériel la veille du départ parce que vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas vraiment appris à vous en servir, voilà, vous ne savez pas comment il réagit, donc c'est un bon moyen de rater vos photos. Donc prenez plutôt un matériel que vous maîtrisez bien, ça sera toujours plus facile. Ensuite, si vous avez un objectif passe-partout, type 18-55 de kit, 18-200 ou autre, ben, prenez ça. Là aussi, prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser parce que c'est vraiment c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul avec la technique et de plus penser à la prise de vue qu'au matériel. Maintenant, si vous avez plusieurs objectifs, plusieurs boîtiers, bah écoutez, revisionnez l'épisode de mercredi et puis surtout l'épisode de mardi dans lequel je vous dis comment est-ce que je prépare mon matériel. En fait, mardi, je vous disais dans quel état d'esprit je suis et pourquoi je fais ce choix matériel après. Donc ça, je pense que la réponse, elle est là. Ensuite, donc une deuxième question de Thierry qui me dit quand je suis en voyage, d'ailleurs c'est une question qui n'est pas nécessairement très au voyage, mais ça se retrouve beaucoup en voyage. Quand je suis dans des lieux de culte, que je fais des photos dans les lieux de culte, par exemple les temples, les églises, tous ces endroits-là, j'ai un problème avec l'exposition en basse lumière parce que j'ai du mal à retrouver sur mes photos ce que j'ai vu avec mes yeux quand j'étais dans ces endroits-là. Alors bon, il y a un mail qui est assez détaillé sur la problématique, donc je vous le résume comme ça.
Alors, je voudrais simplement apporter quelques éléments de réponse pour le Thierry et puis pour tous les autres, bien sûr. Quand vous êtes dans ces endroits-là, alors déjà, première chose, vous bannissez le flash parce que bon, le flash en intérieur, c'est jamais une bonne idée quand on a des endroits qui sont assez vastes. Hein. Si vous êtes à l'entrée d'une église, vous voulez photographier tout l'intérieur de l'église, c'est pas avec un petit flash, même un flash Cobra, que vous allez aller jusqu'au bout. Ça a une portée limitée de quelques 5-10 mètres dans le meilleur des cas. Donc bannissez le flash, dans tous les cas c'est pas bien pour la technique photo, c'est pas bien non plus pour le lieu, parce que généralement c'est très dérangeant, et utiliser un flash dans ces endroits-là, dans un temple en Asie par exemple, c'est une très mauvaise idée d'utiliser un flash, parce qu'il y a toujours des moines qui sont là, il y a toujours voilà, il y a des choses qui se passent, qui sont propres au lieu de culte, et vous n'allez pas débarquer, alors déjà on débarque des fois on fait un peu touriste avec du matériel photo, si on commence à flasher de partout, franchement, c'est pas, enfin moi c'est pas mon état d'esprit. Ensuite, Thierry me disait dans son mail, je prends la plus grande ouverture possible sur mon objectif, je monte en sensibilité, je prends un temps de pose plus long, mais néanmoins, les photos elles sont encore un peu sombres. Alors il y a deux choses là dans la question. Il y a le fait de effectivement utiliser des sensibilités plus élevées quand vous êtes en intérieur. Ne dépassez pas la sensibilité limite de votre boîtier. Alors pour ça, en fait, il faut la connaître, la sensibilité limite de votre boîtier, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait des tests auparavant. Et c'est pas parce que sur la fiche technique on vous dit 12800 ISO que ça va être bon à 12800 ISO. Il y a toujours des conditions. Vous n'aurez pas le même résultat en JPEG et en RAW par exemple. Donc faites toujours des tests de sensibilité maximale sur votre boîtier pour savoir si la limite c'est 1600, 3002, 6004, 12008 ou pas. Comme ça vous saurez jusqu'où vous pouvez aller en JPEG et en RAW si vous faites du RAW, parce qu'en RAW vous débruitez en post-traitement, donc vous gagnez encore généralement au moins un ou deux stops. Donc montez en ISO, mais pas trop. Ensuite, bien sûr, si vous avez un objectif qui ouvre, utilisez plutôt une grande ouverture, mais attention à pas trop ouvrir non plus, parce que le problème que vous avez dans ces lieux-là, c'est que vous allez perdre en profondeur de champ. Si vous avez une optique qui ouvre à 1.8, un 50 mm par exemple, eh bien, si vous ouvrez à 1.8, forcément, vous allez gagner en temps de pose, vous allez gagner en sensibilité, en ISO. Seulement, vous allez perdre énormément en profondeur de champ, parce qu'à 1.8, il n'y a pas grand-chose qui est net, quoi, au-delà du point de netteté, du plan de netteté. Alors, si vous photographiez le fond d'une église, pas très grave parce que voilà, le fond de votre sujet ou du temple, ça va être net, mais sachez que devant, ça ne sera pas trop. Si vous faites, je sais pas, un portrait par exemple, vous photographiez un détail qui est proche de vous dans un tel lieu, le détail à très grande ouverture, ce détail-là, le plan de netteté, il sera dessus, donc ce sera bon, mais derrière, tout sera flou, donc sachez-le. Je vous conseille plutôt de poser votre boîtier parce que ça reste, qu'on le veuille ou non, la meilleure solution pour faire des photos quand on manque de lumière. Si le boîtier ne bouge pas pendant le temps de pause, vous pouvez baisser en sensibilité, donc diminuer déjà la quantité de bruit. Vous pouvez gagner en profondeur de champ en fermant le diaphragme. Et le temps de pause plus long, c'est lui qui compense les deux réglages précédents. Le temps de pause plus long, la seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que l'appareil bouge. Si vous posez une seconde, pendant une seconde, il ne faut pas que ça fasse ça, parce que sinon la photo est floue. Donc posez votre boîtier. Alors soit vous avez un trépied, c'est l'idéal, mais dans ces endroits-là, c'est pas toujours évident de poser un trépied, et puis il faut se le trimballer. Soit vous avez la solution alternative au trépied qui est le monopode, qui est une bonne solution parce que c'est déjà beaucoup plus léger. Un monopode, ça ressemble à une grosse perche à selfie en fait, hein. C'est plus costaud. Et ça, vous pouvez le glisser dans votre sac photo ou sur le bord du sac, voilà, c'est un peu plus discret. Le monopode, il faut le tenir par contre, donc je vous conseille de le tenir bien fermement vers le bas. Une seconde, ça va pas marcher au monopode, mais vous pouvez descendre à un 15e de seconde. Voilà. Dans ces eaux-là, ça marche et ça permet déjà de sauver pas mal de photos. Et puis après, écoutez, il faut trouver un moyen de poser l'appareil. Alors, soit vous avez, je sais pas moi, un endroit, un banc par exemple, vous pouvez poser l'appareil sur le bord d'un banc, ou bien il y a toujours un bout de bois qui traîne, un support quelconque. Peut-être qu'il va falloir changer de cadre aussi, vous déplacer, vous dire tiens là je peux pas la faire parce qu'il n'y a rien, mais je vais aller la faire 2 mètres plus loin parce que là je peux me poser sur un banc ou sur le bord d'un mur. Enfin voilà, il faut jouer un petit peu avec ça, mais dans l'ensemble on y arrive plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux répondre à Thierry puis à tous ceux que ça intéresse sur le problème d'exposition quand on a très peu de lumière, et c'est vrai que c'est souvent le cas en voyage dans ces lieux de culte. Enfin, c'est pas uniquement les lieux de culte, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi vous visitez un château, vous visitez tous les endroits qui sont très sombres en fait.
Faites juste attention quand vous avez des temps de pause plus longs au fait que s'il y a des sujets en mouvement, vous allez avoir un flou de sujet. C'est-à-dire que la scène, le bâtiment à l'intérieur va être net. Mais par contre, s'il y a des personnes qui se déplacent, si vous êtes à un 15e de seconde, vous allez voir le mouvement de la personne. Alors ça peut donner un effet sympa, ça peut ruiner la photo. Faut faire des tests. Ensuite, une troisième question, qui est une question de Jean-Luc, en fait, qui a rebondi sur un des épisodes précédents, et puis qui dit, ben voilà, tu dis à un moment donné, faut avoir toujours, c'est vrai que je vous l'ai dit dans un épisode précédent, quand vous êtes quelque part, essayez d'avoir toujours votre appareil prêt à déclencher, parce que ça vous fait gagner quelques secondes, microsecondes, qui peuvent vous permettre de capturer l'image au bon moment, le fameux instant décisif, et de ne pas être devant l'appareil à dire, ah tiens, il faut que je règle tout avant de faire la photo, puis le sujet est parti. Et donc Jean-Luc me disait quels sont les réglages qu'il faut employer pour être toujours prêt à shooter quoi, dans ces conditions-là. Alors bon, là aussi il n'y a pas, à nouveau, il n'y a pas une recette qui fonctionne et puis tout le reste ça fonctionne pas. C'est pas la photo, c'est pas aussi noir et aussi blanc que ça. Néanmoins, je vous invite à faire une liste de réglages qui fonctionnent bien pour votre boîtier. Alors en termes de sensibilité, n'ayez pas peur de passer en mode ISO auto. ISO auto, ça vous permet de définir une plage de sensibilité, par exemple de 200 à 1600, et le boîtier va tenir compte de ça pour ajuster la sensibilité en fonction de la quantité de lumière à l'endroit où vous vous trouvez. Et ça, c'est vrai que c'est pratique parce que des fois, en ville, par exemple, vous allez passer d'un trottoir à l'autre, vous êtes en plein soleil, tout d'un coup vous êtes à l'ombre, et voilà, l'exposition, elle va varier beaucoup. Et si vous en êtes à chercher la valeur ISO à chaque fois, vous allez perdre du temps. Donc en passant en ISO auto, ça marche très bien. Mettez une valeur ISO basse, qui est la plus proche des caractéristiques de votre boîtier. Alors souvent c'est 100 ou 200 ISO sur les boîtiers actuels. En valeur haute, évitez de monter trop haut. Quand vous êtes en extérieur, 800, 1600, ça suffit largement. Même 800, c'est bien généralement. Montez pas à 12008. Alors quelqu'un a posté une photo récemment en disant je comprends pas, c'est plein de bruit, j'ai shooté à 16000 ISO. Bah oui, c'est normal, à 16000 ISO, les boîtiers ça bruite, en JPEG en plus. Donc mettez une valeur donc maximale haute de sensibilité ISO qui n'est pas trop élevée, et en extérieur, une fois de plus, 800, 1600 max, ça marche. Ensuite, personnellement, j'utilise le mode de prise de vue, le mode A. Le A, c'est donc priorité ouverture. Et je cale mon diaph par défaut à, alors selon les optiques, environ 5-6, entre 5-6 et 8, parce que je sais que ça va me permettre d'avoir un temps de pause qui n'est pas trop long pour prendre le risque d'avoir un flou de bouger. Ça va me permettre de ne pas trop faire monter l'ISO, et à 5, 6, 8, quand j'ai les optiques type 35 mm, 50 mm, 24 mm, on peut même monter à 8, 11, eh bien globalement j'ai la zone de netteté qui m'intéresse, la profondeur de champ qui m'intéresse. Alors c'est un peu personnel, parce que si vous avez un 70-200, ça ne sera peut-être pas les mêmes réglages, mais globalement sur une optique à peu près autour du standard qui est le 50 mm, en gros de 24-35 à 85, si vous êtes entre 5, 6 et 8, globalement ça marche. Mais attention, c'est pas à prendre au pied de la lettre, il faut adapter les trois réglages ISO, ouverture, temps de pause pour que ça vous donne quelque chose de cohérent. En termes de mise au point, alors mise au point, honnêtement on s'embête plus trop aujourd'hui parce que les autofocus sont tellement rapides et performants que généralement ils se calent avant nous, tout au moins moi ça se cale bien souvent avant que moi j'ai fait la mise au point en manuel. Néanmoins, si vous avez un doute sur la mise au point, que votre boîtier est peut-être un peu moins performant, que vous ne savez pas trop, dans ce cas-là, passer en hyperfocal, c'est le plus simple. Alors j'ai eu plusieurs demandes sur l'hyperfocal, il va falloir que je fasse un sujet là-dessus. Mais l'hyperfocal, ça consiste, pour faire court, à positionner. Vous savez qu'en profondeur de champ, on a un premier plan de netteté, un dernier plan de netteté. Eh bien, enfin de pseudo-netteté, puisqu'il y a le vrai plan de netteté, puis il y a le premier plan où à partir duquel on considère que c'est flou, et c'est net, pardon, et le dernier plan jusqu'auquel on considère que c'est encore net. Donc ça vous donne une profondeur de champ, une distance. Donc quand vous êtes en hyperfocal, vous calez l'infini sur le plan arrière, et puis ça vous donne un plan avant en fonction de l'ouverture. On le voyait très bien sur les anciennes optiques qui avaient les graduations. Alors sur celles que j'emmène par exemple, c'est gradué encore, mais c'est pas le cas sur toutes malheureusement.
Vous calez là-dessus, cherchez un petit peu hyperfocal, vous allez trouver des renseignements. Et puis ça vous permet de définir une zone de netteté où vous êtes toujours bon. Donc vous pouvez passer en mode manuel. Vous dites, mettons, j'ai un 35 mm en objectif en ville, j'ouvre à 5-6. Quel est l'hyperfocal? Il y a des applis, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez calculer ça. Vous calez ces valeurs-là sur le boîtier et à partir de là, vous avez une zone de netteté qui est fixée. Je fais un peu court, là, un peu rapide, mais c'est l'idée. Mais bon, honnêtement, laissez le boîtier en autofocus et bien souvent c'est le plus simple parce qu'il réagit beaucoup plus vite que vous n'allez calculer l'hyperfocal à chaque fois. Alors ensuite, on a une quatrième question de Gilles qui lui donc m'interroge plus sur le classement des photos quand on est en voyage. Alors là, il y a un vrai sujet, d'ailleurs c'est un tel vrai sujet que j'en fais une conférence au Salon de la Photo prochainement que je vous retranscrirai, que je vous reproposerai après en rediffusion, donc en session formation en soirée. Et donc Gilles me pose la question de Lightroom mobile, parce que j'en ai parlé, j'ai montré l'iPad et tout ça. Alors ce que je fais personnellement, c'est que je récupère mes photos sur la tablette dans Lightroom mobile. Je récupère mes fichiers RAW puisque je fais du RAW. Aujourd'hui, donc Lightroom Mobile, c'est accepter du RAW, ça ne pose pas de problème. Et ça me permet de voir mes photos sous forme de planches, l'équivalent des planches contact, de voir toutes les vignettes, voilà, de voir un petit peu ce que j'ai fait plutôt que de les voir une par une sur l'écran arrière du boîtier. Je fais pas tant ça pour la sauvegarde des fichiers. Alors déjà parce que sur une tablette, l'espace est souvent limité. Quelqu'un m'a posé la question récemment. Alors moi, globalement, j'ai à peu près 30 Go, 35 Go de libre sur la tablette, mais je suis pas à l'abri d'en faire un peu plus. Honnêtement, sur une semaine, je pense pas. Mais quand je pars un mois, voilà, sur un mois, on peut faire plus de 30 Go de photos, donc ça déborde, quoi. Puis quand c'est plein, après, on ne peut plus rien faire d'autre, c'est un peu pénible. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là que je l'utilise, moi, pour voir et commencer à regarder ce que j'ai fait. Quand les photos sont dans Lightroom mobile, si vous avez l'abonnement Lightroom, donc c'est Creative Cloud pour les photographes, donc Lightroom CC, Photoshop CC, vous avez Lightroom et Photoshop, et l'utilisation de Lightroom mobile en connexion avec cet espace cloud. Quand vous avez ça, quand vous rentrez chez vous, enfin, quand vous êtes en un réseau Wi-Fi, parce qu'en 3G vous avez tout bouffé, mais sur un réseau Wi-Fi, vous pouvez connecter votre Lightroom mobile sur la tablette, là, vous pouvez donc être en mode Wi-Fi. Lightroom va synchroniser les photos sur votre espace cloud en ligne. Et donc, mettons que vous avez mis 10 photos dedans, les 10 photos vont monter dans votre espace cloud en ligne. Elles sont accessibles par le web et surtout, vous allez les retrouver dans votre catalogue sur votre ordinateur de travail chez vous quand vous rentrez. Donc ça, c'est le côté sympa, pratique. Mais, parce qu'il y a un mais, si vous stockez beaucoup de photos, imaginez que vous stockez, je sais pas, 10 Go, 15 Go de photos, ça peut être fréquent, ça va bien fonctionner la synchro. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vider vos cartes quand vous rentrez chez vous, puisque comme vous avez déjà mis dans Lightroom mobile, ça va monter dans le cloud, vous arrivez chez vous, la collection se synchronise, pouf, ça marche. Le seul truc, c'est que c'est totalement fonction de votre liaison, de votre connexion Internet chez vous. Alors chez vous et ou à l'hôtel, enfin voilà, il faut être prudent là-dessus, parce que le Wi-Fi, bah, il est ce qu'il est aujourd'hui. Alors si vous avez la fibre, vous êtes chanceux parce qu'il y a un gros débit. Si vous êtes en ADSL classique, moi c'est mon cas, il n'y a pas la fibre chez moi. Si vous devez synchroniser 10 Go de données en ADSL, c'est juste impossible parce que ça prend plusieurs jours. J'ai sauvegardé ces derniers temps mes archives photos, je suis en train de tout sauvegarder sur un cloud. Ça part en Wi-Fi, on a 1 mégabit d'upload, donc 1 mégabit de capacité de téléchargement montant. C'est juste horriblement long. Mon ordi, pour sauvegarder une année de photos, il a tourné, je crois, 3 jours en continu, 24/7, parce que ben voilà, j'avais pas des masses, j'avais quelques gigas. C'est horriblement lent. Donc je ne recommande pas l'usage de Lightroom mobile à des fins de sauvegarde de photos sur la tablette et puis quand je vais rentrer je vais synchroniser tout baigne. Ça fonctionne, techniquement parlant, ça fonctionne, mais c'est excessivement lent. Donc vous avez plus vite fait en rentrant de mettre la carte dans l'ordi, d'importer, et puis là c'est immédiat. C'est pour ça que je vous montrais hier dans la liste des accessoires que j'emportais un petit disque dur qui me permet de sauvegarder, et ça c'est ma vraie sauvegarde en fait, je connecte au besoin en rentrant, et c'est de l'USB, ça marche très vite.
Donc voilà, pour ce qui est de Lightroom mobile, donc ça c'est mes usages. Par contre, pour le tri, poster des photos sur les réseaux, tout ça envoyé par mail, ça marche hyper bien. Vous pouvez les recadrer, vous pouvez faire plein de choses. Donc ça, on va faire un sujet spécifique là-dessus parce que je reçois beaucoup de questions. Sachez que vous pouvez utiliser Lightroom mobile même si vous n'avez pas l'abonnement cloud. Il y a des fonctions qui fonctionnent aussi, donc c'est intéressant. Donc voilà pour cette séance de questions-réponses. Alors je vous passe plein de liens dans la description des vidéos qui sont relatifs aux questions et aux réponses que je viens d'apporter. Je vous remets des liens vers toute la thématique voyage de la semaine. Je vous rappelle que donc l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est ici en cliquant sur le logo. La page Facebook, c'est là-haut. Vous likez, vous enclenchez les notifications. Pour tout recevoir par mail, rien rater, c'est encore plus simple. Vous rejoignez ma liste de contacts et c'est l'adresse qui s'affiche là. Et écoutez, moi je poursuis mon voyage, hein, puisque là, voilà, en fait, je viens de démarrer. Et je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Alors là, les stories d'Instagram sur le compte Nikon Passion, @NikonPassion. Sur mon compte Snapchat perso, c'est aussi un arrobase JCDichamp, DICHNT. Et puis, pourquoi c'est pas le même en fait? Tout simplement parce que je parle d'autre chose que de photos sur ce compte-là, c'est un peu perso, mais bon voilà, si ça vous intéresse de me suivre pour les aspects web et autres, sachez que j'en parle également. Et puis donc, une semaine de pause pour les vidéos, je vous retrouve dans 8 jours. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, de m'avoir suivi sur toute la semaine thématique voyage. À très vite!